Bonsoir à toutes et à tous, merci d'avoir choisi notre antenne. Bienvenue à vous dans l'émission Le Déshonneur, un espace de débat autour de la colonisation française en Algérie et de ses crimes coloniaux. Au lendemain de l'invasion de l'armée coloniale française de l'Algérie, des mouvements de contestation insurrectionnelle de large ampleur avaient gagné les populations algériennes, refusant de se soumettre à la brutalité, à la barbarie, aux violences de cette entreprise coloniale qui avait décidé de faire de notre pays une véritable colonie de peuplement. Unique dans son genre, avec ses composantes connues, génocide, razzia, viol, dépossession, déportation, une déshumanisation des Algériens. Tout cela sous le couvercle d'une pseudo-mission civilisatrice que certaines forces du mal et de l'extrême droite continuent aujourd'hui de véhiculer à travers des médias français. Ce soir, nous allons plonger dans les tréfonds de la matrice coloniale, dans cet appareil composé de militaires et de politiques ainsi que de juristes ayant mis en place un système répressif qui avait pour but d'exterminer les Algériens et mettre fin à leur résistance et à leur combat pour la liberté. Bienvenue à vous dans l'émission Le Déshonneur encore une fois. Et ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir sur notre plateau Maître Fatem Zahra Benbrahim. Vous êtes avocate spécialisée en droit de l'histoire. Bienvenue à vous. Merci, merci. Monsieur Idir Hachi, docteur en histoire, vous avez publié sur la résistance de l'émir Abdelkader et sur les mouvements de soulèvement de 1871, mais vous avez aussi un magnifique ouvrage que je tiens entre mes mains. Il est très volumineux, il est très intéressant, c'est un travail accompli, abouti sur cette séquence très importante du 19e siècle. Il s'agit bien sûr de 1871, une levée en armes pour l'honneur et la terre, un livre absolument à découvrir et à feuilleter qui vous a coûté un travail de 10 années de recherche. Monsieur Ammar Belkhoudja, un plaisir de vous recevoir encore une fois sur le plateau de l'émission Le Déshonneur. Bien sûr, je rappelle que vous êtes journaliste, chercheur en histoire, auteur. Je rappelle quelques titres de vos ouvrages: Les enfumades du Dahra, Les 1000 martyrs de Ouled Riyah, très intéressant de le lire, et puis Massacre dans la Métidja, Barbarie coloniale en Afrique. Et puis pour rester dans l'actualité de ce drame palestinien qui continue avec ses attaques de l'entité sioniste contre le peuple palestinien, et plus précisément dans la conclave de Gaza, bien sûr, et à les crimes génocidaires d'Israël. C'est un magnifique bouquin pour comprendre justement cette machine répressive et génocidaire qui est l'entité sioniste et de ses dépassements du droit international. Peut-être qu'on va aussi annoncer ce joli livre qui revient sur le parcours d'Ahmed Boumendjel, avocat, journaliste et diplomate, aussi à découvrir. C'est chez les éditions ANEP. Alors, madame, messieurs, il est nécessaire de rappeler l'objectif de notre émission. Il s'agit là de mettre en lumière la véritable histoire de ces 132 ans d'occupation française en Algérie, marquée par la violence et la barbarie de l'armée française, comme cité dans mon avant-propos. Et aujourd'hui, il est important de transmettre cette histoire et de l'écrire et de l'enseigner pour barrer la route à ces révisionnistes et à ces falsificateurs de l'histoire qui continuent en France de dire que la colonisation avait des bienfaits en Algérie. Nous recevons énormément de messages, surtout de l'autre côté de la Méditerranée, des messages de Français qui expriment leur étonnement et leur stupeur quant à ce grand mensonge institutionnalisé sur ce qui s'est réellement passé en Algérie. L'école française est un exemple de ce déni qui mène parfois à des situations contradictoires. Pascal Blanchard, l'historien, répond et explique à des étudiants en France quelle a été la colonisation française en Algérie. La Révolution française est le pays des droits de l'homme. Comment le pays des droits de l'homme peut coloniser? Pas. Et là, vous êtes bien embêtés. Le paradoxe. Le paradoxe républicain. Là, vous n'êtes pas en train de parler d'un empire d'Ancien Régime. Vous êtes en train de parler de comment la République, pays des droits de l'homme, qui porte ses valeurs universelles et qui amène la lumière dans les ténèbres, peut arriver à avoir colonisé, y compris dans son droit, dans sa législation.
dans ses pratiques, le code de l'indigénat, dans la manière même dont elle va fonctionner en disant que celui qui, quelque part, n'est pas né avec la bonne couleur n'est pas français. Ce qui est totalement antinomique avec les valeurs portées justement par cette même République qui donne des leçons au monde depuis toujours pour expliquer qu'on est les premiers à avoir amené la lumière. Enfin, les Américains diront qu'ils sont avant nous avec leur révolution et nous on dira qu'on est avant eux avec les idées. Ce paradoxe-là, il nous travaille. Il nous travaille dans ce que c'est quoi être français, dans le débat sur l'intégration, dans la manière de se penser dans ces valeurs universelles. Et je le dis bien, en même temps, aujourd'hui, par exemple, quand un enseignant est devant une classe d'école avec une telle diversité dans certains territoires de la France, en fonction des endroits où il enseigne, c'est pas tous les jours facile de raconter l'histoire coloniale comme votre classe est métissée en fonction du parcours de chacun. Ces trois raisons-là, c'est quelque chose de tectonique qui, pour chaque république, l'a marqué en fin de compte en profondeur. La première a construit cette mythologie et ça a fonctionné. Je dis bien, ça a fonctionné. Hein. Les gens l'ont cru, en tout cas. Et pas parce qu'ils étaient des petits colonisateurs, mais parce que ça se passait ici. Là, je ne vous parle pas de ceux qui ont été vivre aux colonies. Hein. Ici, la 4e République a vécu ça dans le sang avec les guerres d'indépendance. Plus longue guerre française du XXe siècle. Elle commence en 1945, elle se termine en 1962. Alors, bien sûr, Pascal Blanchard expliquait à ses étudiants, justement, les contradictions de la République française et le déni qui est institutionnalisé pour cacher ce qui s'est réellement passé en Algérie. Maître Fatem Zahra Boumbram, quel est le regard que vous portez justement sur la nécessité de la transmission de cette histoire dans le cadre d'un développement mondial incroyable? Il y a aussi les réseaux sociaux, il y a la technologie numérique, il y a cette accessibilité à l'histoire, et nous avons remarqué dernièrement que beaucoup de pseudo-journalistes, de pseudo-commentateurs, parfois même de pseudo-historiens qui minimisent la colonisation française en Algérie, ses dégâts, ses crimes, et qui peuvent atteindre aussi d'autres jeunes, c'est-à-dire à travers des réseaux non contrôlés. Oui, je vous remercie beaucoup, Émile, d'avoir posé cette question. Et avant d'y répondre, je voudrais à mon tour remercier tous les Français que j'appelle Français honnêtes, Français justes, Français qui reconnaissent les valeurs humaines d'un point de vue général et qui respectent ce pays et ce peuple. Donc à mon tour de leur dire merci de nous suivre, merci de comprendre avec nous la vérité sur la colonisation, une vérité qu'on a toujours cachée aux Français. La preuve, c'est qu'à ce jour, la question reste posée, qu'avez-vous fait en Algérie? Et aujourd'hui, il y a plusieurs auteurs qui reprennent ce titre comme titre de leurs ouvrages, et plusieurs personnes, plus âgées que nous bien sûr, qui ont bien connu la Révolution, qui se mettent à parler. C'est-à-dire que ces questions mémorielles aujourd'hui ont libéré la conscience française, surtout de ceux qui ont vécu la situation en Algérie et en France, donc des deux côtés. Et cela, je trouve que c'est extrêmement important, parce que cette émission est en train de jeter un pont d'amitié entre les Algériens qui veulent connaître et les Français qui veulent comprendre. Et c'est le début du dévoilement du mensonge qu'a été, et de la cruauté qu'a été la colonisation. Encore une fois, je dis merci à tous ceux qui nous suivent et toutes celles qui nous suivent également. Merci beaucoup. Donc il faut juste rappeler que l'émission est diffusée en direct sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de Canal Algérie, et puis elle est disponible sur YouTube. YouTube donc, également, vous pouvez, si toutefois rater nos diffusions les vendredis à 21h, bien sûr, il y a le lien qui est posté par la chaîne pour vous permettre de connaître cette grande histoire malheureuse par rapport à cette colonisation, mais aussi valeureuse, qui porte beaucoup de valeurs et de principes, tel a été le cas, bien sûr, pour celles et ceux qui ont fait de la résistance, qui ont combattu pour la liberté, après qui sont révoltés dans une très très belle histoire de révolution du 19e siècle. Amir, profiter de l'occasion pour remercier tous ces historiens que j'appelle les hommes d'honneur, qui ne font que leur travail, qui décortiquent le mensonge pour en extraire la vérité. Blanchard, Sylvie Thénault, Rusquio et bien d'autres, ils sont très nombreux. Et c'est ça qui est
important aujourd'hui. Et c'est peut-être ça qui fait mal à certains nostalgiques de la colonisation, à certains qui veulent encore et qui persistent à rester et à vivre dans un esprit colonial. Monsieur Amr Belkhouja, vous avez consacré énormément de temps sur la recherche dans l'histoire de cette colonisation française en Algérie, sur le mouvement national aussi, sur des personnalités qui ont marqué cette grande période. Et vous dites, monsieur Amr Belkhouja, qu'il est nécessaire de faire ce travail de l'éveil nationaliste parce que selon vous, il est important de transmettre les valeurs de cette révolution, les valeurs du 1er novembre 54, les valeurs de la proclamation du 1er novembre 54, qui va nous permettre aussi d'avancer. C'est un levier qui est très très important, comme bien évidemment l'économie, comme l'industrie, comme les sciences, la recherche, l'histoire. Vous nous dites que c'est en réalité la base de tout ça. Il faudrait qu'on connaisse notre passé pour pouvoir comprendre notre présent et pouvoir projeter et avancer dans un avenir meilleur. Très juste, parce que j'estime qu'il y a encore des dossiers inexplorés. Et quand on évoque le 1er novembre 1954, il faut qu'on revienne un peu plus tôt pour concilier un peu toutes les luttes politiques qu'a connues le peuple algérien et son élite et son avant-garde. Et le mouvement nationaliste des années 20 jusqu'en 1954, je crois qu'on n'a pas encore tout révélé. On n'a pas encore tout révélé parce qu'il y a vraiment des pages passionnantes de lutte acerbe, mais aussi de sacrifices, des emprisonnements et des militants qui ont péri à l'intérieur des prisons coloniales, à Serkaji ou à Al-Harraj. Donc, l'université algérienne doit fournir à ce pays, doit fournir à cette société des contingents d'historiens, de nouvelles historiennes et de nouveaux historiens qui vont exploiter, qui vont révéler, qui vont exhumer toutes les pages méconnues et toutes les personnalités politiques qui ont joué un rôle capital dans ce mouvement d'émancipation, ce mouvement d'éveil patriotique, ce mouvement d'éveil nationaliste qui va aboutir justement à l'ultime sursaut du 1er novembre 1954. Il y a des dossiers inexplorés. Je pense qu'il faut se mettre en œuvre tout de suite parce que l'oubli, lui, est un phénomène pernicieux qui risque justement de permettre encore une fois à ces révisionnistes de l'histoire, à ces falsificateurs de faire passer un message complètement biaisé, faux et qui ne relate pas la réalité ou les réalités historiques de ce qui s'est réellement en Algérie. On a vu, pardon, j'ai envie de faire réagir monsieur Idil Hachi, on a vu cette séquence du journaliste Jean-Michel Apathy qui s'est exprimé quand il a juste parlé de ce qui s'est passé réellement en Algérie, notamment quand il a parlé des enfumades et des emmurements, il a parlé des razzias. Il y avait une sorte d'étonnement général, il a été fustigé en disant « Ouh là là, ce que vous dites c'est très très grave, on n'a jamais fait ça ». Et vous, votre travail, c'est là où ça devient très très intéressant, j'allais dire, c'est que vous consacrez 10 années de votre vie à consulter des archives, à faire parler la littérature coloniale, à revenir sur des matériaux anthropologiques, parce que c'est très important, pour essayer j'allais dire, de recomposer ce puzzle qui vient de loin. Et cette partie du 19e siècle, Madame Fatem Zouhara Mbara, Monsieur Amr Belkhouja et vous, chers téléspectateurs, cause un énorme problème pour la France, cause un réel problème pour ceux qui veulent justement mettre un couvercle sur cette phase parce que c'est une phase très très importante et très dramatique pour le peuple algérien. Oui, les réactions soulevées par les déclarations de Jean-Michel Apathy sont dans la veine du déni d'histoire. Oui. Ils sont dans la veine du déni des réalités historiques. Et pourtant, vous avez des personnages, par exemple Saint-Arnaud, tout Saint-Arnaud qu'il était, responsable de massacres, de razzias, de destruction, etc. Oui. Parle
dans ses correspondances, dans l'intimité des correspondances échangées avec des amis, avec des parents, Saint-Arnaud, pas seulement, Montagnac et d'autres, de guerre d'extermination. Oui. Et c'est ce même général Saint-Arnaud qui disait également à propos du peuple algérien, il disait « Cette nation-là », il emploie le mot « nation », cette nation-là n'est un fusil à la main et un cheval entre les jambes. Et effectivement, l'épopée du peuple algérien met en évidence une succession quasi ininterrompue de luttes qui vont de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud et qui impliquent toutes les franges de la société algérienne, de la paysannerie aux élites les plus notables. Et effectivement, il y a des liens de connexité, de continuation qui inscrivent effectivement les diverses séquences de la guerre de résistance algérienne dans la même filiation et généalogie nationale. Oui. Il faudrait peut-être d'abord commencer par souligner qu'elle s'étale sur 104 ans, qu'elle va donc de l'invasion de juin 1830 jusqu'à la réduction des derniers foyers de résistance, la résistance d'Erguibet et l'occupation de Tindouf fin mars 1934. Et ces séquences de résistance sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas prétendre les énumérer toutes de manière exhaustive. On peut peut-être envisager d'en citer quelques-unes parmi les plus importantes. Il y a la résistance évidemment conduite par l'émir de 32 à 47, celle conduite par Ahmed Bey de 30 à 48, par Boumaza de 45 à 47, la résistance de Zahad Shah en 49, celle conduite par Boubarla de 49 à 54, par Fatman Soumer de 54 à 57, celle des Bnismous en 1859, celle des Ouled Sidchir en 1864 jusqu'à 71 et même au-delà, celle conduite par Al-Muqarani, Cheikh Haddad et beaucoup d'autres figures importantes de cette résistance de 71, celle des Amri du côté de Beskara en 76, celle des Aurès en 79, celle de Bouamama en 1881 et celle conduite et qui se déclenche de manière quasi synchrone, conduite par le Cheikh Hamoud dans le Tassili et le Hogar notamment, etc. Celle d'Aïn Toki en 1901, etc. Donc ce que vous dites, c'est quelque chose de très très important parce que, comme je le disais tout à l'heure dans mon introduction, dès cette invasion de 1830 par l'armée française coloniale avec toute cette panoplie de mesures répressives et crimes coloniaux, le peuple algérien ne s'est jamais laissé faire. C'est-à-dire qu'il y a eu cette volonté, bien sûr, de faire face à cette grande attaque et cette grande invasion. Madame Fatem Zahra Ben Brahim, la semaine dernière, on avait parlé de la justice coloniale. Il y a quelques semaines, on avait abordé la propagande coloniale. Et on a vu qu'il y avait comme une sorte de machine réglée, c'est-à-dire que la violence militaire, la violence de ces généraux et de ces commandants et de ces colonels qui étaient en charge de l'anéantissement du peuple algérien, il était accompagné en parallèle par des textes de loi, par le législateur, mais aussi par une communication très 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 bien élaborée. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, c'est que même dans la terminologie, il y a eu un travail de fond. C'est-à-dire, dire que ça va se passer comme ça, ce ne sont pas finalement des mouvements de résistance, ce sont peut-être certaines révoltes ou révoltés pour minimiser des foyers. Qu'est-ce que vous pouvez justement nous en dire sur ces éléments-là de l'histoire qui sont là pour minimiser ou pour même fausser l'histoire algérienne? Cette émission s'inscrit donc dans la suite de ce que nous avons déjà développé. Et je voudrais, avant d'aborder, je voudrais répondre à ce que vient de dire M. Hachi, quelque chose de très important, le mot nation. Oui. Alors pour tous ceux qui aujourd'hui viennent nous dire que la France a créé l'Algérie,
Eh bien, je crois que nous venons de leur répondre par la voix de leurs maîtres, n'est-ce pas, qui reconnaissent que l'Algérie était une nation. Oui. Et donc, je leur demanderai de se taire dorénavant ou d'aller apprendre l'histoire avant de s'exprimer. Ça, c'était le premier point. Le second point, nous sommes en train de faire un travail de cuisinière. C'est-à-dire, quoi? expliquez-nous parce que... C'est-à-dire, nous avons un artichaut, on veut arriver au cœur de l'artichaut, et chaque fois, on enlève une épluchure. On en a enlevé quelques-unes, et il en reste beaucoup. Hein. C'est ce qui me permet de dire, pour revenir toujours, Monsieur Apathy n'a rien dit. Monsieur Apathy n'a fait que reprendre ce qu'ont dit les généraux, ce qu'a dit Pélissier, Bugeaud et tous les autres. C'est eux qui ont fait ce qu'on appelle en droit un aveu spontané. C'est-à-dire que personne ne les a contraints, comme la France faisait, par la torture ou par autre chose. Ils viennent de leur plein gré, ils écrivent à leurs maîtresses, à leurs épouses, à leurs amis, ils font des recueils de courriers, et ce courrier a été édité par les maisons d'édition françaises. Ils sont à la disposition de tout lecteur qui voudrait s'instruire, n'est-ce pas? Ils peuvent les acheter, ils peuvent les lire. Donc Apathy a été un honnête homme qui a respecté la parole des tortionnaires assassins militaires qui ont conclu à la destruction de l'Algérie. Oui. La mémoire, c'est ce qu'il y a de plus important. D'ailleurs, actuellement, on entend partout problème mémoriel. Il n'y a pas de problème mémoriel. Il n'y a pas de problème mémoriel. C'est une invention actuelle de ceux qui veulent transposer une réalité qui est la réalité historique qu'a connue notre pays et l'effacer. L'effacer complètement. Nous sommes en train de construire notre mémoire. Mais eux veulent effacer la mémoire. Et c'est pourquoi on va commencer par expliquer ces deux positions. Notre position qui est la mémoire, oui, mais l'oubli, non. Et leur théorie, leur philosophie politique qui est la mémoire et l'oubli, et tournons les pages. Et non, il faut d'abord les écrire, il faut d'abord les lire, il faut les déchiffrer, pour qu'on puisse après les tourner, n'est-ce pas? Donc, pour aller très rapidement, l'occupation algérienne a été très longue. Donc il faut compter 104 ans. Ça n'a pas été quelque chose de facile. Mais pourquoi les choses ont été difficiles? Parce qu'effectivement, nous sommes tous nés avec un cheval entre les jambes, ou alors nous sur le dos d'un cheval. Mais nous sommes tous nés également avec une épée à la main pour nous défendre, pour défendre nos biens, pour défendre nos citoyens et pour défendre notre terre. Ce qui veut dire en deux mots que la France n'a pas eu une partie de plaisir en Algérie. Elle a souffert énormément face à l'endurance de ce peuple et au pouvoir qu'il avait, c'est-à-dire le pouvoir d'être un combattant et non pas un agresseur. Que tout le monde sache que l'Algérie n'a jamais été un pays d'agression. Mais l'Algérie, c'est un pays d'indépendantistes. L'Algérie, c'est un pays de personnes défendant leur territoire. Qui peut me dire le contraire? Historien, politique ou qui veut être? Nous sommes des gens tranquilles chez nous. Nous sommes des gens, nous aimons notre peuple, nous aimons le monde, nous aimons les gens, nous respectons le droit, nous sommes des musulmans. Et tous ces grands principes qui sont venus en 1948 dans des déclarations universelles dont les Européens s'arguent et les projettent d'un côté ou d'un autre en disant nous sommes les civilisateurs, eh bien je vais leur dire essayez, je vous demande une seule chose, prenez un Coran en langue française, lisez-le et vous verrez que les grands concepts et les grandes idées qui existent dans les déclarations universelles des droits de l'homme, dans les traités internationaux, eh bien, elles sont tous de sources coraniques. Donc, ce qui me permet de dire que, grâce à cet islam dans nos cœurs, grâce à cet amour que nous avons pour notre terre, nous étions des intravertis, nous ne sommes pas des extravertis, nous sommes des intravertis. Eh bien, la France a beaucoup souffert
avec les Algériens. Et je crois que sa haine a été de vouloir les exterminer jusqu'au dernier, ce qui n'a pas pu être fait. Moi, je divise la période en 3 temps et je vais laisser mes camarades s'exprimer. Je divise la première partie, c'est-à-dire 30-47, où nous avions un État, l'État de l'émir Abdelkader. Le seul État dans le monde, c'est pour ça qu'on parle de nation. Ouais. Le seul État dans le monde avec un État itinérant. Il n'y en a pas eu dans le monde. C'est-à-dire un État qui se déplace d'un endroit à un autre et qui a rendu la tâche très difficile aux Français. C'est la première. Et après, il y a eu... Et la Smala, oui. Et après, il y a eu la seconde période, lorsque l'émir Abdelkader a été trahi par la France. Je le dis et je le dis très haut. Pourquoi trahi par la France? Parce qu'on lui avait demandé où voulait-il aller, soit en Turquie, soit... Voilà. Mais on l'a emmené ailleurs et pour des années et des années. Donc c'est une trahison. Ils n'ont pas été hommes d'honneur. Ensuite, la deuxième partie, elle s'échelonne donc de cette période-là jusqu'à 20. Dont parlait mon ami Khoudia. Donc en 1920, il y a, pendant cette période, il y a eu une négation du peuple algérien. Il y a eu les lois scélérates, c'est-à-dire les lois d'expropriation, le senatus consulte, une justice coloniale répressive, des exterminations, des jugements collectifs, arbitraires, tout ça. Puis l'éveil de la société algérienne en 1920. Après 1920, jusqu'à 1945, il y a eu la naissance du nationalisme. Et la notion d'indépendance est arrivée très tôt avec Messalil Hadj, le père de l'indépendantisme, le père de l'indépendance, qui refusait l'assimilation ou toute autre forme de gérance ou de gouvernance, hormis ce qu'il a toujours prôné, c'est-à-dire l'indépendance. Ensuite, 1945 a été une fracture extrêmement importante dans le système colonial français, mais dans le système français dans son ensemble. Et après vient la période de 1954, où la déclaration du 1er novembre a été un document d'une importance magistrale qui a tracé directement, il a fait une coupure extraordinaire avec un système colonial, guerre d'Algérie, et un système indépendantiste, révolution populaire armée algérienne. Et cela va jusqu'à 1962. Et pendant cette période, tout un arsenal juridique a été instauré, nous y reviendrons. Cette proclamation du 1er novembre qui est un manifeste, non pas seulement pour le peuple algérien, mais pour tout le monde. Hein, oui, bien sûr, c'est une pièce maîtresse de principes et de valeurs, de la protection de la dignité des hommes et puis, et du combat jusqu'à l'indépendance. Pour la liberté et surtout les démocraties. Et la démocratie, ça c'est très très important. Monsieur Ammar Belkhoudia, j'ai envie de vous faire réagir parce que on parlait tout à l'heure de ce déni de l'histoire et du caractère sanglant de la colonisation française en Algérie. On a parlé bien sûr des enfumades, mais vous avez un livre qui s'intitule Barbarie coloniale en Afrique. Ça, c'est pour dire ce qui s'est réellement passé. On a une séquence d'un historien, Alain Roussio, qui est un Français, qui parle, qui écrit, et qui s'intéresse bien évidemment à cette période de la résistance entre 1830 et 1852. Il s'est arrêté à 1852, et Dir Hachi, peut-être vous allez peut-être nous l'expliquer après, parce que c'est une nouvelle séquence concernant la colonisation française en Algérie, mais il ressort quelque chose de son explication, de sa recherche. Il dit que ces méthodes brutales coloniales, elles ont été érigées par la politique, c'est-à-dire ce sont des décisions institutionnalisées, effectivement. Voilà, il y a eu préméditation. Ce sont des crimes prémédités. Et quand on est dans la préméditation, on peut qualifier ça de crime contre l'humanité. On va écouter Alain Roussio, qui va parler de Montagnac, bien sûr, de ces crimes et ces massacres commis en Algérie. Et on revient juste après pour donner la parole à notre ami historien Ammar Belkhoudia. Donc Grand Vigo n'était pas le seul, et donc ils avaient cette idée. Alors je vous ai amené puisque comme je vous ai dit, j'aime bien montrer les trésors de ma bibliothèque. Bon, lettre de soldat, d'un soldat. Ok, c'est de qui?
C'est du colonel de Montagnac. Okay. Alors, ça, c'est d'autant plus intéressant que toutes ces choses que j'ai décrites dans mon livre n'ont pas été cachées à la population. Ça, c'est très, très étonnant. Et d'un certain point de vue, d'ailleurs, je me demande s'il n'y aurait pas un parallèle à faire avec les pratiques des 4e et 5e Républiques en Algérie, et en Indochine, d'ailleurs, avec la liberté de ton. Ouais. Alors, soit la Ça liberté veut dire Montagnac, donc il a documenté. Alors, Montagnac, non seulement a écrit des choses dans son livre, où effectivement... Il faut que je retrouve le texte. Bon, je vais peut-être pas vous infliger... Bon, il nous parle en tout cas de tout ce qu'il a fait en Algérie. Alors, il parle de tout ce qu'il a fait en Algérie. Il écrit à sa famille... Et des années plus tard, après sa mort, puisqu'il est mort au combat à Sidi Ibrahim, après sa mort, sa famille publie ce genre de livre à la librairie Plomb, donc un grand éditeur français, et c'est montré comme une sorte d'exaltation de l'activité militaire. Je vais quand même vous lire ce que... Il se figure qu'un arabe, qu'un musulman décapité par... Alors, il documente et il argumente en faveur de la décapitation. D'accord. Une tête coupée produit une terreur plus forte que la mort de 50 individus. Il n'y a pas mal de temps que j'ai compris cela, et je t'assure, il écrit à son neveu, qu'il ne m'en sort guère d'entre les griffes qu'il ait subi la douce opération, c'est-à-dire la décapitation. Et il conclut, je ne veux pas lire la totalité de la page 299, voilà mon brave ami, donc toujours sa correspondance privée, mais publiée par la suite, comment il faut faire la guerre aux Arabes. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans, prendre toutes les femmes et les enfants, en charger les bâtiments, les envoyer aux îles Marquises, qui venaient juste d'être conquises par la France, ou ailleurs. En un mot, anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos pieds comme des chiens. Plein d'autres épisodes qui sont racontés dans votre livre, notamment Zaatcha, 1849, la destruction totale d'une ville fortifiée. Ce qui est frappant dans votre livre, d'ailleurs, il y a une partie qui est entièrement consacrée à ça, c'est le détail de toutes les pratiques qui ont été mises en place pendant cette époque. Vous avez parlé des décapitations, mais vous dites que c'était une pratique commune. Oui. Ce qu'on appelle l'essorillement. Moi, j'ai appris ce mot en vous disant, vous allez me dire ce que c'est, les emmurements et le viol. Donc, ce sont là aussi pratiques communes. Donc, c'est un système, de violence qui accompagne cette colonisation. C'est un système terroriste. Terroriste, c'est pour imposer la terreur aux populations, pensant qu'à chaque fois, effectivement, l'exemple de la répression la plus sauvage justifiera ensuite une certaine abdication des populations. Un peu ce que vous nous lisiez tout à l'heure. C'est quoi l'essorillement? Alors, l'essorillement, c'est le fait de couper les oreilles. Comme vous, il a fallu que je cherche dans un dictionnaire. Et on est de retour sur le plateau de l'émission Le Déshonneur, bien sûr, et on vient d'écouter Alain Roussio, l'historien qui a fait un travail sur la véritable histoire de la colonisation française en Algérie, ce qui est peut-être malheureusement drôle, hein, j'allais dire, parce que c'est ironique ou je ne sais pas. Montagnac qualifie, en parlant de décapitation, de massacre, il qualifie ça de douce opération. C'est juste pour mettre le doigt sur la définition chez ces généraux sanguinaires, c'est-à-dire qu'ils ont des définitions un peu... c'est quand on parle de décapitation, je ne vois pas comment on peut lui aligner ou conjuguer le mot douceur, M. Amar Belkhouja. Avant d'aborder cette question, je crois que Mme Maître Brahim Fatma Zahra, au début de son intervention, elle a insisté pour rendre hommage aux Français qui ont pris cause pour l'Algérie et la cause du peuple algérien. Et ça m'incite à évoquer deux personnages qui risquent d'être engloutis par l'oubli. Il y a Victor Spielmann. Victor Spielmann, au début du XXe siècle, les années 20 jusqu'aux années 30, il était aux côtés de l'émir Khaled. C'est un ami intime de l'émir Khaled. Lorsque l'Iqdam de l'émir Khaled fut suspendu, interdit, c'est Victor Spielmann qui va prendre la plume de l'émir Khaled pour sa publication Le Trait d'Union. Un monsieur qui a été persécuté par l'administration coloniale, par les colons,
et il attend son historien. Un deuxième Français, un deuxième personnage, qui va réapparaître ou apparaître dans les années 50, c'est Roland Miette. Roland Miette, ingénieur agronome de son état, implanté à Zemmoura, à côté de Rizal, qui va observer la société algérienne, qui se débat dans la misère la plus absolue, la plus catastrophique, et qui va rejoindre, c'est le seul Français en Algérie, jamais vu. Il va rejoindre le parti de M. Farhat Abbas l'UDMA. Il devient militant de l'UDMA, et les Algériens à l'époque, les années 40, les années 50, qui étaient conscients que Roland Miette défend leurs intérêts contre la grosse colonisation et contre le Qaïda et le Béchara, votaient pour Roland Miette. Il fait 2 mandats consécutifs sous l'étiquette UDMA. Voilà encore un personnage, il serait désolant qu'il tombe dans l'oubli. Je reviens un peu à cette propension, à cette prédisposition, à cette préméditation dans le crime. Oui. C'est-à-dire que tous les généraux, tous les colonels, tous les officiers supérieurs de l'armée d'invasion, sous la direction maléfique du criminel en chef qui s'appelle Bugeaud, alors tout cet orchestre macabre va agir de Montagnac en passant par Pélissier ou Conrobert ou Cavaignac. Cette prédisposition au massacre collectif, c'est-à-dire nous assistons à une distorsion que ces personnalités qui sont issues de la noblesse française, de Montagnac, de Bugeaud, de Cavaignac, de la Mauricière, ils sont issus de la classe aristocratique française. Sur le sol français, ce sont des rencontres mondaines, ce sont des admirateurs de Mozart et de Beethoven, ce sont des admirateurs des grands peintres de l'époque passée. Mais une fois sur le sol algérien, il y a cette transformation en criminel de guerre. En criminel de guerre, et pas de pitié pour les Arabes. Maintenant ce qui s'est passé après 1870, et notre ami, notre jeune ami Hachi va en parler mieux que moi, je dirais qu'à partir de 1871, la société algérienne, la paysanage algérienne, va être propulsée dans un tourbillon apocalyptique qui va la mener vers un paupérisme constant jusqu'à la veille de 1954. La maladie, la misère, le chômage, et la répression. Et la répression qui va passer du sabre au texte. Et tous ces textes qui vont être adoptés par la Troisième République après que le pouvoir militaire passe entre les mains des civils en 1871, c'est l'inspiration de toute cette littérature qui va foisonner pendant la Troisième République jusqu'au début du XXe siècle. Cette littérature, elle a un point d'inspiration. Quel est ce point d'inspiration? C'est toutes les théories raciales qui vont être élaborées à cette époque-là. Et la théorie raciale va justifier sur le moment, parce que le massacre est continu finalement, et continue, va légiférer, va construire cette doctrine sur le moment, mais aussi par un effet rétroactif. Qu'est-ce que c'est un effet rétroactif? C'est justifier les massacres coloniaux par des doctrines raciales. J'y reviendrai tout à l'heure peut-être. Bien sûr, mais on va justement, vous me faites la liaison directe avec Idir Hachi, justement sur la compréhension de cette... Vous me dites que pour comprendre ce qui va se passer, parce qu'on en a parlé avec Maître Fatem Zahra Benbaram la semaine dernière sur les pouvoirs spéciaux qui, en fait, ce pouvoir-là de guillotiner, sont passés par la justice, ni instruction, bafouent toutes les règles. Mais vous me dites, Amir, si vous voulez comprendre cette séquence de 1955, il faut revenir aux origines de cette colonisation, de cette invasion coloniale qui est venue dès le départ avec ses... pardonnez-moi le mot, avec ses instruments, avec ses outils bien travaillés pour anéantir le peuple algérien. Et là, on va partir avec vous, encore une fois, dans les tréfonds de cette matrice coloniale qui a des éléments qui vont à la fois réprimer les Algériens, les resserrer,
On en a parlé avec Maître Fatem Zahra Ben Brahim. Il y a ce code de l'indigénat avec ses infractions spéciales, les infractions à la circulation, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de circuler librement. Quand on accueille un proche, on doit le signaler. Il y a d'autres marqueurs. Ceux, par exemple, de démantèlement des fratries algériennes, c'est-à-dire les fratries des tribus, et sous tous ces démantèlements, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en détaillé, bien sûr à partir de vos recherches, à partir de ces 10 années de consultation d'archives et de littérature coloniale? Oui, on peut envisager la panoplie coercitive, criminelle, oppressive, répressive du système colonial qui accourt dès l'invasion de 1830. Alors, on peut citer, évidemment, il y a l'élimination au combat, les crimes et les massacres et les enfumades. On peut évidemment donner quelques exemples. Il y a la bataille très criminelle de la Sikak, par exemple, du 6 juillet 1836. Il y a plusieurs crimes et massacres coloniaux, comme celui des Ouladriyah, dont M. Ammar Belkhoudja, pour laquelle M. Ammar Belkhoudja a consacré un de ses ouvrages. Il y a le massacre de Zahatcha, celui des habitants de l'Arwat en 1852, le 4 décembre 52. Il y a plusieurs massacres comme celui perpétré sur les habitants de Blida qui restent sans bilan, le 26 novembre 1830, celui de Constantine du 13-14 octobre 37, celui de la tribu des Oulad Sbih en juin 44, les habitants de Nara dans les Aurès, de la tribu des Richia en 1864, etc. Il y a l'autre procédé de la destruction des villes et des villages, pour lequel on peut citer des exemples également. Vous avez la destruction de Bjaya, par exemple, en 33, de Mascara en 35, de Constantine en 37, de Borar en 41, de Tekdemt en 41, de Taza en 41 également, de Saïda en 41, de Sebdou en 42, etc. Les exemples sont vraiment très nombreux et ils couvrent toute la période. Vous avez évidemment les razzias qui sont institutionnalisés. Les razzias qui sont également des massacres, même si l'information historique qui tourne autour l'information historique qui accompagne la description des razzias tourne le plus souvent, en règle générale, autour des biens matériels qui sont pillés ou spoliés. Mais évidemment, ce sont des massacres. On peut c'est là où vous évoquez, vous donnez de l'importance, pardon, c'est là où vous donnez de l'importance à la terminologie, Monsieur Eid El Hachi. Vous me dites que c'est très important de revenir à cette terminologie coloniale qui est là au service aussi de la pénétration coloniale. Oui, alors je ne sais pas du coup si je continue l'approche, la perspective typologique de la panoplie coercitive, ou si je reviens je reviendrai peut-être après sur la question de la terminologie. Bon, il y a les razzias, dont le mode opératoire est bien connu. Il consiste à s'attaquer à une agglomération, un douar ou un village ou à une ville, à éliminer la totalité ou une partie de ces populations, à détruire les habitations lorsqu'elles sont construites en dur, quand il s'agit de villages, ou à démanteler les tentes, à saisir les objets de valeur, à commencer par les plus précieux, à s'emparer des récoltes et des troupeaux ou à les détruire, à détruire les silos, à brûler ou à scier les arbres fruitiers, à s'emparer de prisonniers, alors là d'ailleurs sans distinction, puisqu'on s'empare d'hommes, de femmes et même d'enfants. Il y a la razzia contre la tribu d'Erchem, par exemple, du côté de Mascara en 41, de Sidi Yahya entre Chlef et Mostaganem en 41, du côté de Galma en mai 46, etc. Dans la panoplie, il y a évidemment l'expropriation, la dépossession, le séquestre, le cantonnement et le refoulement des tribus. Ce serait trop long de revenir dans le détail sur tout. N'oublie pas la déportation. Sur tous ces aspects. On tuait les hommes, mais on prenait les femmes et les enfants, on les exportait à l'extérieur de l'Algérie. J'allais y arriver. Il y a la saisie des cheptels.
également. Par exemple, à l'issue de la séquence de résistance des Ouled Sitchir de 64-66, elle s'achève par la confiscation de 22 000 têtes de bétail, 12 000 dans la province d'Oran, 6 000 dans la province d'Alger, 4 000 dans la province de Constantine. Et ça, ce n'est qu'un échantillon. Hein. Oui, il y a, et bien sûr, ce sont des exemples. Généralisé. Hein. Ça ne prétend pas du tout. Bien sûr, on est loin de la totalité de l'exhaustivité. Ce sont simplement des exemples. Il y a les indemnités de guerre. Par exemple, au lendemain de la réduction de la séquence de 1871, plus de 300 tribus sont soumises à l'obligation de verser plus de 36 millions de francs d'amende de guerre. Il y a la fragilisation de l'économie par divers moyens, parmi lesquels il y a par exemple le décret du 21 septembre 51 qui supprime toute barrière douanière entre l'Algérie et la France, qui encourage l'exportation des produits agricoles vers la France et qui érige l'Algérie en une sorte d'annexe commerciale de la France. Vous avez la monétarisation de l'économie et le développement de l'usure, la sédentarité des groupes agro-pastoraux, la soumission du droit de se rendre dans un marché à l'obligation d'obtenir un permis de circuler, le remplacement progressif des marchés traditionnels par des marchés ou par des commerces européens. Et puis vous avez, tandis que le colonna en est exonéré, vous avez le régime des impôts arabes qui pressure la société algérienne, qui fournit par exemple 6 millions de francs d'impôts en 49, 11 millions en 55, 13 millions en 56, 9 millions en 69 et 14 millions en 1870. Tout ça concourt évidemment à fragiliser la société et à produire des famines. Il est signalé une famine assez peu connue à l'ouest du pays en 1846. Vous avez évidemment l'immense, la désastreuse famine des années 66-69, avec un sommet, un paroxysme en 68. Vous avez les populations qui sont contraintes à l'exode avec plusieurs vagues. Et puis vous avez l'étêtement de la société. L'étêtement de la société qui donc affecte beaucoup les élites traditionnelles par l'élimination au combat souvent suivie de décapitation. Vous avez le cas de Mohamed Ben Allah, le khalifa de l'émir qui est décapité en 43. Nous sommes obligés de faire une émission pour parler de ce cas très important. Vous avez Bouzienne, Cheikh Bouzienne, décapité le 26 novembre 49, Bouchoucha, qui est exécuté, qui est une figure de commandement de 1871 et qui poursuit la lutte longtemps après la réduction de cette séquence à laquelle on fixe un terme. La prison de Constantine, 1872, Bouchoucha a été le premier détenu dans cette prison. Oui, il poursuit la lutte jusqu'en 1874. Il est arrêté en 1874 et exécuté au camp des Oliviers, pas loin de Constantine, le 29 juin 75. Vous avez bien d'autres exemples. Le Mokrani qui tombe au champ d'honneur le 5 mai 71. Vous avez Malik el-Berkani également le 2 août 71, etc. Encore une fois, ce ne sont que des exemples. Vous avez évidemment l'étêtement de la société par l'internement administratif et l'éloignement des élites dans divers lieux de détention, Sainte-Marguerite, Sète, Agde, Maître Fatem Zahra Ben Brahim a bien sûr évoqué l'importance de parler de la déportation. En tout cas, il faut qu'on explique à nos chers téléspectateurs, il faut être dans la transparence. Dans cette émission, on est transparent. C'est-à-dire que quand on a Idi El-Hachi, parce que tout à l'heure, M. Ammar Belkhoudja, et je sais que Mme Fatem Zahra Ben Brahim va m'accorder cette réflexion, c'est qu'Idi El-Hachi fait partie de cette jeunesse algérienne passionnée d'histoire et qui est très engagé dans cette quête de la vérité. Et quand on le ramène ici, dans cette émission, c'est justement pour donner ces détails-là, pour montrer qu'il y a un travail bien fait, il est très pointu sur les dates, et c'est pour ça qu'on laisse, bien sûr, Idir nous détailler toutes ces informations. Je reviens vers vous, Madame Fatem Zahra Ben Brahim.
On a parlé justement de paupérisation parce qu'il parlait de cette volonté-là d'affaiblir, de fragiliser la société algérienne, et puis ce code de l'indigénat, Senatus Consulte, décret Crémieux, l'expropriation, il y a toute une panoplie, bien sûr, qui nécessite encore une fois beaucoup d'émissions. Mais vous posez le doigt sur quelque chose d'important. Vous me dites, ce peuple-là, le peuple algérien, il a été d'une résilience incroyable. C'est-à-dire avec tout ce qu'on lui a infligé. On a déconstruit des villes. On a contraint ces Algériens de vivre dans des gourbis. On les a vus la semaine dernière avec ses habits déchirés, avec ses maladies. Mais ce peuple-là arrive à puiser dans ses forces les plus peut-être anéanties et renaître bien sûr de ses cendres avec une très belle phase de résistance. C'est cette phase-là qu'on a envie aujourd'hui de dire et de rappeler à nos téléspectateurs et rappeler aussi à ceux qui nous regardent de l'autre côté de la Méditerranée. Oui, effectivement. Vous avez commencé à parler du travail de Hachi. La relation qui existe, pour que les gens sachent, parce que la spécialité du droit de l'histoire, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, et il y a très peu de gens qui se sont intéressés à cette question. Alors, l'historien vient avec le factuel, les faits et les précisions des choses. Donc, c'est ce qu'il vient de faire. Oui. Par contre, celui qui fait du droit de l'histoire, il va chercher le droit sur lequel se basent tous ces crimes. Malheureusement, pendant toute cette période, il n'y en a pas eu. C'est vraiment de l'arbitraire. Les militaires, faites ce que vous voulez, vous êtes en terrain libre, tuez, cassez, violez, volez, vous êtes libre. Personne ne le réprime. Par contre, on leur donne des promotions. Et ils deviennent généraux et maréchals, etc. Parce que, parce que ils ont fait des massacres sur cette terre. Vous avez vu qu'aujourd'hui, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais il y a un lien. Vous avez vu qu'aujourd'hui, la France, ou du moins le politicard français, parce que je respecte le politicien français qui a des principes, mais le politicard qui dit n'importe quoi, il restera pour moi un ignare et un inculte. Aujourd'hui, on parle du droit pour les nationalités, du droit du sang et du droit du sol. Eh bien, laissez-moi vous dire que toute cette horde de malfrats ne sont pas de véritables Français, à mon sens. Les gouverneurs, peut-être, mais voulant faire de l'Algérie une terre de colonie, de peuplement, et c'est la seule, à travers toutes les colonies que la France a eues, la colonie de peuplement, ça a été l'Algérie. Bien, les vrais Français n'ont jamais voulu y être. Ils ne sont jamais venus. Ceux qui sont venus, c'est les Maltais, les Italiens, les Espagnols, les renégats, les condamnés à mort. C'est ceux-là qui sont donc un rabiot de toutes les sociétés qu'ils ont transplantées en Algérie. Bien ceux-là, aujourd'hui, ils ne sont pas français, mais ils réclament du sol. Mais de quel sol? Le sol algérien ou le sol français? Ça, c'est toute la question. Mais enfin, je reviens maintenant à cette période extrêmement importante et nous serons obligés de lui consacrer une séance parce que l'accélération des procédés judiciaires et des lois s'est fait en fait entre 54 et 62. C'est là qu'on a eu une prolifération de textes de loi qui autorisaient expressément l'armée à tuer, à violer, à brûler, à accompagner de l'institution judiciaire. Donc, ce qui est peut-être, ce qui est choquant quand on parle de ces procédés, on est en 1830, on se retrouve après à l'aube peut-être du XXe siècle, mais en accentuant le crime, c'est-à-dire alors que les lois du droit international, des conventions de Genève, tout ça existe. Voilà, c'est-à-dire que l'humanité avait évolué, mais le colonisateur français avait régressé. Alors laissez-moi vous dire que les textes internationaux, c'est ceux qui sont utilisés dans tous les pays du monde. C'est les textes internationaux, c'est des conventions internationales. Personne n'a le droit d'y toucher.
Oui. les conventions relatives, les droits de la guerre, comme on dit, à travers les conventions de Genève et les protocoles, vont fixer des règles. Et ils vont fixer des règles et ils vont protéger la population algérienne. Mais dans les textes français, ou dans les déclarations, on dit que c'est pas un peuple, c'est des gens simplement. Donc la qualité de citoyen, on ne leur accorde pas. Si on ne leur accorde pas la qualité de citoyen, donc ils ne rentrent pas dans le cadre. Il faut les protéger. C'est des populations à protéger. Convention de Genève. Maintenant, la Convention internationale des droits de l'homme va poser les grands principes d'humanisme, de respect du droit de l'homme, etc., etc. Et parmi un des éléments, ne pas tuer sans décision de justice. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les sentences d'exécution, c'est-à-dire les sentences criminelles et les exécutions des sentences criminelles, c'est celles qui viennent à travers des jugements. Mais tout ce qui est exaction extrajudiciaire, eh bien, c'est des crimes, mais qui vont être quand même protégés par certains décrets, etc., que la France aime tant. Mais nous y allons revenir une autre fois sans aucun doute. Vous voulez intervenir, M. Ammar Belkhodja, rapidement, avant de, bien sûr, finir avec cette dernière séquence. On a envie, avec la régie, de lancer une dernière séquence, celle de Sylvie Thénault, parce que c'est très, très important ce qu'elle fait, elle aussi, comme travaux de recherche. Mais allez-y, M. Ammar Belkhodja, rapidement. Et puis, la dernière séquence va être celle de Idé en nous expliquant la terminologie coloniale. Dans cette conquête coloniale, dans cette agression contre le peuple algérien, contre cette agression contre l'État algérien, et c'est un État rénové, renouvelé, modernisé par l'émir Abdelkader qui va se mettre qui s'insurge contre cette agression. Rapidement, il y a celui qui porte le sabre, il y a celui qui porte le mousqueton, le fusil, mais il y a celui qui légifère. Et je dis que la justification du crime collectif, elle a été approuvée par l'élaboration d'une doctrine raciale. Qu'est-ce qui, à partir de 1870, nous allons assister à une mise en place, à la création d'une véritable élite, des députés, des hommes politiques, des écrivains, des intellectuels. Que nous dit Victor Hugo? Parce qu'il y a même des intellectuels qui ont adhéré à la pensée coloniale et qui ont soutenu le crime colonial. Que nous dit le père Victor Hugo? Le blanc, la race blanche, l'Européen, l'Européen qui s'est mis au sommet de la hiérarchie de cette humanité. Il y a la race blanche, la race européenne. En oubliant, mon cher ami, que nous sommes blancs. Oui. Au même titre que... Le blanc a fait du noir un homme. Ça, c'est Victor Hugo. Au XXe siècle, il prédit, il prédit l'avenir. Au XXe siècle, l'Europe fera de l'Afrique un monde. Il y a un autre théoricien de la colonisation, c'est Ernest Renan. Oui. Ernest Renan, la conquête d'un pays de race inférieure par une race supérieure qui s'est établie pour le gouverner n'a rien de choquant. Jules Ferry. Le père de l'éducation française. Oui, Jules Ferry, si nous avons le droit d'aller chez ces barbares, c'est parce que nous avons le droit et le devoir de les civiliser. Il y a Alexis de Tocqueville, il y a Étienne Pélissier de Reynaud, pas Pélissier qui a enfumé la tribu de Ria. Étienne Pélissier de Reynaud, c'est un chroniqueur, c'est un historiographe. Auteur des Annales algériennes. Oui, 3 tomes des Annales algériennes. Lui, il s'allie avec Alexis de Tocqueville et il s'apitoie et il déclare que ce sont les nécessités fâcheuses de la guerre. Quand il y a des enfumades ou un massacre. Toujours justifier les crimes, les décapitations. Je termine parce que ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure, un point très important, très sensible. Oui, c'est que la pensée coloniale, la pensée d'exaction, la pensée de répression, la pensée d'avilir tout un peuple, elle a continué même au début du XXe siècle. La pensée est figée, a été figée. L'exemple le plus probant que nous propose l'histoire de notre pays,
c'est les massacres du 8 mai 1945. Effectivement. Donc ça n'a pas bougé. Vous avez écrit justement sur Achiari, Aguelma et de ses pratiques, encore une fois, barbares, sauvages, bien sûr, envers le peuple algérien. La pensée coloniale continue à ce jour. Parce que ceux qui ont le mépris dans l'âme de cette Algérie sont les vestiges ou les héritiers de ceux qui ont instauré la pensée coloniale. Et ce genre d'émission, c'est une lutte contre la pensée coloniale et l'assise de la vérité juridique, politique et historique. Merci beaucoup, Maître Fatem Zahra Ben Baraham. C'est mon dernier mot. Ben non, il nous reste un petit peu de temps. On va bien sûr écouter Sylvie Thénault pour rester sur bien sûr cette ligne de notre émission qu'on a tracée avec nos équipes pour l'écouter en ce qui concerne la paupérisation et puis le code de l'indigénat, parce que beaucoup de téléspectateurs veulent comprendre ce processus long et assez important dans l'histoire de cette colonisation. On leur fera plaisir, on expliquera ici le code de l'indigénat. Bien sûr. Et là, il y a une partie, parce qu'on insiste, il faut qu'on regarde avec Sylvie Thénault ce qu'est le code de l'indigénat et ce qu'il prévoit exclusivement pour les Algériens. Et donc, on les dote en 1881 de ce qu'on appelle des pouvoirs disciplinaires, qui les autorisent, par la loi, c'est une loi, à infliger des amendes et des jours de prison à leurs administrés algériens, pour toute une série d'infractions assez bien pensées, parce qu'on les adapte en fait aux résistances qu'ils rencontrent. Donc il y a une infraction très importante qui est celle du désordre sur les marchés, qui vise à assurer une organisation correcte de la vie collective économique. Infraction spéciale à l'indigénat, acte de désordre sur les marchés et dans les lieux publics, n'offrant pas un caractère de gravité suffisant pour constituer un délit. Infraction spéciale à l'indigénat, retard prolongé et non justifié dans le paiement des impôts, soult de rachat de séquestre, amende et généralement de toute somme due à l'État ou à la commune, ainsi que dans l'exécution des prestations faites en nature. Infraction spéciale à l'indigénat, abattage sans autorisation de l'administrateur d'un ou de plusieurs arbres d'une utilité reconnue. Infraction spéciale à l'indigénat, défaut par tout indigène conducteur de bêtes de somme, de trait. Il y a tout ce qui concerne la résistance à l'impôt, donc la dissimulation de matières imposables, le retard que l'on met dans le paiement à l'impôt. Sur ce point-là, il faut dire, c'est très important, que les Algériens sont soumis à un double régime d'imposition. Donc les résistances à l'impôt constituent un volet extrêmement important des punitions que les administrateurs des communes mixtes infligent. Ensuite, il y a tout ce qui va être des infractions à la circulation. En fait, on contrôle les circulations des Algériens. C'est un peu l'équivalent du livret ouvrier de métropole. Donc, on ne peut pas accueillir quelqu'un dans la commune sans autorisation. Et il y a un permis de circuler qu'il faut faire viser. Donc, tous les défauts de visa sur le permis de circulation ou le fait de ne pas déclarer un étranger qui viendrait dans la commune, ça fait partie aussi des répressions par l'indigénat, par les pouvoirs disciplinaires. Donc dans les infractions spéciales à l'indigénat, il y a le fait de ne pas déclarer des activités liées aux confréries, parce que les confréries ont été des animatrices des insurrections. C'est par leur réseau que des mots d'ordre d'insurrection ont pu être répandus dans le territoire. Donc, par exemple, les confréries ont des activités de fêtes, de réunions. Il y a des pèlerinages aussi sur des tombeaux de saints, etc. Et donc, on doit déclarer à l'autorité française si on organise un repas rituel, par exemple, si on organise une réunion. Et si on ne fait pas ces déclarations, on tombe sous le coup de la répression par les pouvoirs disciplinaires des administrateurs. Vous avez vu, monsieur Idir Hachi, parce que tout à l'heure, moi, je vous ai parlé de cette destruction et puis de ce démantèlement des confréries, des tribus. Sylvie en parle. C'est une autre manière de fragiliser, de décomposer l'identité, dépersonnaliser aussi la société algérienne. S'ajoute à ça, bien évidemment, une terminologie, une littérature coloniale dont vous voulez parler tout à l'heure, parce qu'on veut bien vous écouter, mais
Mais en résumant, parce qu'on peut laisser ça pour un autre numéro, mais on a hâte aussi de vous écouter sur ce plan-là, avant bien sûr de distribuer la parole de fin. Ce dont parle Madame Sylvie Thénault fait partie de tout cet arsenal de pratiques, d'usages qui concourent effectivement au démantèlement des cadres élitaires traditionnels, des structures traditionnelles productrices, pourvoyeuses d'élite. Vous avez surtout et particulièrement pendant les 40 premières années de la colonisation, vous avez les structures traditionnelles d'autorité, d'encadrement de la société, de commandement, qui font l'objet de politiques visant à leur anéantissement. Et parmi ces catégories-là, vous avez les djouas des grandes légitimités, vous avez les shorfas, les marabouts, les élites confrériques, les notabilités locales, celles des djma'a, des tajmat, etc. Et pour en revenir à la question de la terminologie, en fait, vous avez une nomenclature de termes qui est héritée du 19e siècle pour qualifier les diverses séquences de la guerre de résistance algérienne. Donnez-nous des exemples. Et ces termes-là sont réductibles à 6 ou 7 termes. Allez. Vous avez résistance, guerre de résistance, vous avez révolte, rébellion, insurrection, soulèvement, djihad, ou la traduction de djihad en guerre sainte. Ce qui est notable, c'est que la notion de résistance ou de guerre de résistance, en règle générale, se limite à la qualification des séquences conduites par l'émir Abdelkader et par Ahmed Bey. Donc l'usage du terme de guerre de résistance ou de résistance s'interrompt autour de 1847-48 et l'apparition du terme de révolte commence avec la séquence conduite par Boumaza de 45 à 47 et ces termes-là que nous venons de citer, révolte, rébellion, insurrection, soulèvement, s'appliquent ensuite à toutes les séquences consécutives, successives qui viennent à la suite. Alors pourquoi ? À mon avis, la réponse en réalité réside dans le fait que les producteurs du discours colonial cherchent à homologuer unilatéralement les découpages chronologiques pour dire que l'ordre colonial est établi ou dominant à partir de la fin des années 1840, puisque toutes les autres séquences consécutives sont reléguées au rang de révolte, d'insurrection, etc. Après les résistances conduites par l'émir et par Ahmed Bey, il ne s'agit plus pour les producteurs du discours colonial de considérer que l'on a affaire à des soldats ou à des combattants, mais à des révoltés, des rebelles, des insurgés, etc. Et il y a d'autres indicateurs de ces tentatives de relégation qui transparaissent au travers d'un autre aspect de la dénomination. Vous en avez principalement 3 variantes. C'est celui de la personnification. La révolte de Boumaza ou de Bouamama, par exemple. Le second pour effacer procédé, le caractère populaire de ces... c'est celui de la circonscription ou du confinement au local, comme dans l'insurrection des Oulad Sidchir. Et le troisième procédé, c'est celui de l'annualisation, comme dans l'insurrection de 1871, par exemple. Merci beaucoup, Monsieur Idir Hachi, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce beau livre, très volumineux, mais très essentiel pour comprendre cette grande séquence du 19e siècle. 1871, bien sûr, une levée en armes pour l'honneur et la terre. Bien sûr, c'est chez les éditions Chihab, si vous voulez, bien sûr, mesdames et messieurs, plonger dans cette grande histoire. Madame Fatem Zahra Braham, je vous laisse peut-être un dernier mot pour finir cette émission. Moi, je pars de ce que disait Sylvie Thénault. Oui. Effectivement, la France, si elle a réussi à déstructurer le peuple algérien, c'est parce qu'elle a compris que la pyramide sociale en Algérie et la cohésion sociale étaient extrêmement importantes. Oui. Et ce que disait Idir à propos des chefs religieux, etc., c'était un petit peu le ciment qui composait la pyramide sociale. Et ça a été détruit, effectivement. Simplement, et
Quand ils ont détruit la pyramide sociale, ils ont détruit l'identité de l'Algérie. Et c'est pourquoi vous trouvez des noms qui avaient, enfin des tribus qui avaient un nom, n'est-ce pas? Et une fois disloqués, on va appeler l'un, je sais pas moi, d'un nom d'un animal ou d'un nom d'une chose ou d'un nom très méchant, très vulgaire, très... C'est ça, le disloquement de la société algérienne existante depuis bien avant 1830, mais qui, avec des textes scélérats comme ça et des pratiques criminelles, a déstructuré la société algérienne, ce qui a permis une pénétration plus facile, mais difficile quand même. Exactement. M. Amar Boukhouja, un dernier mot? Oui. Oui. Alors, partons du principe que l'écriture historique est une écriture perpétuelle, elle est permanente. Oui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, hormis les tentatives de repentance, ça ne va pas empêcher le chercheur algérien. De l'exemple de M. Idir Hachi, ça réchauffe le cœur, qu'il y a une investigation sur le terrain de notre jeunesse. L'écriture étant permanente, étant perpétuelle, le procès de la colonisation, non pas par haine ou revanche ou par ressentiment, le procès du colonialisme est lui aussi permanent, mais avec un message de paix. Parce que les Algériens, s'ils ont pris les armes en 1954, c'est d'abord pour défendre la paix universelle. Le discours qui est tenu par la droite et l'extrême droite ces derniers temps, ça ne contribue pas à rapprocher les peuples. Ça ne contribue pas à construire une amitié entre les peuples. Au contraire, bien au contraire, ça développe la haine, le ressentiment, tout ça, c'est... Alors je dirais que l'histoire étant une écriture perpétuelle, il faut faire le procès de la colonisation pour détruire le mythe que la colonisation a eu des effets bénéfiques pour les peuples conquis et dominés. Donc, le colonialisme, les empires coloniaux, anglais ou français, puisque c'est le plus important, qui ont dominé ces deux empires, sont déchus. S'ils sont déchus, cela veut dire que l'histoire a condamné le fait colonial, l'a condamné parce qu'il a constitué un cancer pour l'humanité. Merci beaucoup, Monsieur Amar Boukhouja. Je rappelle que vous êtes journaliste, chercheur en histoire et vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Je vais citer peut-être les trois qui sont entre mes mains et sous mes yeux. Barbarie coloniale en Afrique et puis les massacres dans la Métidja, les enfumades du Dahra, les 1000 martyrs de l'Ed Rieh. Ahmed Boumenjel, bien sûr, l'avocat, journaliste et diplomate. Et puis, Crimes génocidaires d'Israël, c'est un livre à absolument découvrir qui parle de cette actualité, encore une fois, très, très malheureuse de nos frères palestiniens qui souffrent des attaques de l'entité sioniste. Merci beaucoup, Madame Fatem Zahra Benbrahim, d'avoir, bien sûr, fait partie de cette grande aventure, de cette émission que vous propose Canal Algérie. Merci à mes invités. Je remercie la direction de l'information et puis le staff du studio 1 du 21 boulevard des Martyrs et puis notre direction de Canal Algérie et nos équipes. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Idir. Merci.